directeur général de l'association humanitaire SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Martial Bild. Merci de venir évoquer avec nous le drame humanitaire qui se joue actuellement en Turquie, mais aussi en Syrie où le tremblement de terre vient de faucher une population civile qui a déjà subi 12 années de guerre et de redoutables restrictions dues aux sanctions internationales. Alors avant toute chose, Benjamin Blanchard, il est utile peut-être de rappeler à nos téléspectateurs que SOS Chrétiens d'Orient est un acteur humanitaire et social de tout premier plan en Syrie et que vous disposez là-bas d'une mission permanente avec de nombreuses réalisations mais aussi de projets. Vous êtes là depuis quand en Syrie ? Alors nous avons fait notre première mission en Syrie en Noël 2013 et puis ensuite nous y sommes retournés 2 fois en 2014 et puis à partir de 2015 nous avons installé des bureaux de manière permanente. Alors d'abord à Damas, puis à Alep et puis maintenant nous avons également un 3e centre à Homs, donc dans le centre du pays. Donc ça, on est à peu près répartis sur tout l'axe nord-sud de la Syrie. Donc c'est un moment, ce tremblement de terre s'inscrit dans un moment où vous êtes bien évidemment présent avec vos équipes. On pense, parce qu'on l'a reçu à Wael Kassoua, qui est votre chef de mission, ainsi que Jean-Rémy Ménaud, qui est son adjoint, et toutes les équipes qui sont sur place ont pu bien évidemment travailler d'arrache-pied dès le lendemain de ce tremblement de terre. Mais peut-être qu'au début d'ailleurs de ce tremblement de terre, tout à la suite, la priorité a peut-être été de mettre les volontaires à l'abri avant de reprendre toute activité. Oui, bien sûr, c'est toujours notre priorité, c'est la sécurité de nos équipes. Et il y avait à ce moment-là 3 volontaires français à Alep avec comme responsable Jean-Rémy Ménaud qui était là-bas avec sa famille, donc sa femme et sa fille. Et la première chose que nous avons faite, donc en pleine nuit, dès que nous avons été prévenus du séisme, que nous avons assuré que tout le monde était sain et sauf, c'est de les évacuer, de les rapatrier vers Damas. Par crainte de réplique, et nous avons bien fait puisqu'il y a eu une nouvelle secousse tout aussi forte que la première, quelques heures plus tard, et qui a fait énormément de dégâts et de victimes. Donc une fois que tout le monde allait bien, les 2 responsables, donc Wael Kassoua et Jean-Rémy Ménaud, sont remontés immédiatement, d'abord tout seuls à Alep pour voir qu'est-ce que nous pouvions faire et pour voir les conditions de sécurité pour faire venir toutes les équipes, mais dans de bonnes conditions. Et ce qui a été fait 2 jours après. Donc maintenant, tout le monde est à pied d'œuvre. Donc les volontaires français, les volontaires syriens, et puis toutes les équipes locales des différents bureaux, Damas, Homs et Alep. Alors comprenons-nous bien, depuis 2013, votre association humanitaire vise à aider prioritairement les chrétiens qui sont en Syrie. Est-ce que les projets, les réalisations les concernent plus particulièrement? En fait, notre but, et c'est dans le slogan « Aidez-nous ici à les aider là-bas », c'est d'aider la population chrétienne à rester sur ces terres, puisque nous avons constaté que les chrétiens émigraient plus que les autres. Donc, à problème spécifique, il faut une réponse spécifique. Mais bien évidemment, quand nous faisons notamment des équipements collectifs, communautaires, que ce soit des écoles, des hôpitaux, etc., donc souvent on le fait avec l'Église, ça profite à toute la population, puisque là-bas comme ici, dans une école chrétienne, tout le monde est le bienvenu. Dans un hôpital chrétien, tout le monde est le bienvenu également. Donc oui, il y a un focus particulier sur les chrétiens, mais sans exclusive évidemment, puisque quand des gens qui souffrent, s'ils remplissent les conditions, peuvent mériter d'être aidés. Avec des projets que j'ai vu qu'ils étaient multiples, et diversifié, on peut aller effectivement du matériel pour un hôpital jusqu'à la reconstruction d'une église. Exactement, et donc récemment nous avons terminé la construction d'une église, c'était pas la reconstruction, mais la construction d'une église qui était en cours depuis 1984 dans le gouvernorat de Hama. Nous avons également aidé plusieurs hôpitaux, notamment je pense à l'hôpital Al-Kalimé, qui veut dire l'hôpital de la Charité à Alep, avec un générateur d'oxygène et puis un gros stérilisateur, ou encore tout à fait récemment, toujours dans le gouvernorat de Hama, des centaines de panneaux solaires pour faire fonctionner les pompes à eau, puisqu'il n'y a pas d'électricité de l'État, qui permettent d'alimenter les châteaux d'eau. Et donc, grâce à cet équipement, une ville de 25 000 habitants, très majoritairement chrétienne, Mahardé, a maintenant de l'eau 24 heures sur 24, tant pour la consommation des habitants que pour l'agriculture. Ou alors encore un autre très beau projet, cette fois dans le gouvernorat de Tartous, une petite usine de biofuel, puisqu'il manque de carburant pour faire fonctionner les poêles à mazout, il n'y a pas d'électricité
d'électricité non plus, et l'hiver fait très froid. Donc avec les noyaux d'olive séchés puis compactés, la machine que nous avons offerte permet de faire des petites bûches qui vont aller dans n'importe quel poêle à bois. Alors on le voit bien, ce qui fait la force de SOS Chrétiens d'Orient, je le répète, c'est que vous êtes sur place, une des seules organisations humanitaires sur place actuellement, sans avoir à demander les visas pour venir, etc., que vous disposez, on l'a bien compris, de contacts, de logistique, pour effectuer un travail d'évaluation. Et cette évaluation, elle devait se faire rapidement sur l'ensemble du sud-ouest de la Syrie, avec principalement Alep, nord-ouest, Alep, Idlib, Latakia, c'est ça, et puis aussi Homs. Plutôt à Hama. Homs, non, Homs n'a pas été vraiment touché. Donc oui, les gouvernorats touchés sont Idlib, Alep, Latakia et Hama. Le gouvernorat d'Idlib est majoritairement aux mains de la rébellion, de groupes armés. Donc nous ne pouvons pas intervenir là-bas puisque nous travaillons de l'autre côté. Donc il y a d'autres associations qui travaillent de l'autre côté, qui font le nécessaire pour aider les gens suite à ce séisme. Pour la présence, oui, comme je disais, nous avons des bureaux dans 3 régions. Dans les réunions des Nations Unies, notamment à Damas, je vois... Nous sommes que 3 ou 4 associations humanitaires françaises à être vraiment présentes en permanence. Je pense à Secours Islamique, Triangle, Première Urgence Internationale, et je crois que c'est à peu près tout dans les associations qui sont présentes en permanence sur le terrain en Syrie. Est-ce que, avant de parler de ce que vous avez fait sur le terrain, est-ce que déjà vous pensez que ce tremblement de terre remet en cause certains de vos projets ? Alors, en tout cas, il oblige à réaffecter des fonds en fonction, à redéfinir les priorités, puisque évidemment, là, il s'agit d'urgence absolue. Il y a des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers de personnes qui sont à la rue et qui ont vraiment besoin d'aide. Et puis ensuite, il y a plein de gens il va falloir les aider à retourner chez eux. C'est-à-dire, tous les logements ne sont pas complètement détruits. Il peut s'agir aussi de vitres brisées, de destructions internes qui sont aisément réparables si on a les moyens. Et les gens n'ont pas les moyens, bien sûr, vu la situation économique de la Syrie. Et après, il y a ceux dont les immeubles ont été détruits. Alors là, c'est encore une autre affaire. Voilà. Dans un pays qui est exsangue et dont il faut rappeler que l'inflation depuis 2019 atteint 800% en 4 ans. 4 années. Est-ce que vous considérez aussi que la priorité aujourd'hui, c'est la distribution de vivres, de vivres, d'aliments, de produits hygiéniques? C'est ça la priorité que vous êtes fixée? Oui, tout à fait. Au moment où nous parlons. Tout à fait. Alors nos équipes actuellement visitent chaque jour tous les centres d'accueil de déplacés, de personnes qui sont sans abri, et évaluent les besoins de chaque centre et ensuite les ravitaillent. Donc jusqu'à présent, en quelques jours, nous avons distribué plus de 2 tonnes de nourriture, plusieurs centaines de boîtes de médicaments, aussi plus d'1 tonne de colis hygiéniques, plus de 300 kilos de lait pour enfants, des centaines de kilos de couches pour personnes âgées, etc. Et en fait, nous continuons, mais c'est vraiment un travail de fourmi, puisqu'il y a énormément de centres, les gens sont réfugiés dans les églises, dans les mosquées. 200 à 300 centres, c'est ça? Oui, c'est ça. De la Syrie. Oui, voilà. Là, pour l'instant, nous nous sommes concentrés à Alep, uniquement à Alep, mais il est possible que nous allions travailler également à Hama et Latakia. Mais pour l'instant, uniquement à Alep, il y a des dizaines et des dizaines de centres, donc soit dans les églises, soit dans les mosquées, soit des centres tenus par le gouvernement. Alors, vous avez fait une déclaration, un communiqué qui vous a amené ici. D'ailleurs, c'est à ce communiqué, je me suis dit, il faut que vous veniez évoquer cette situation parce que vous dites qu'il faut lever les sanctions qui ont placé, il faut bien le dire, 90% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Mais au rang des maigres bonnes nouvelles, il y a le fait que les États-Unis ont levé les sanctions pour seulement 180 jours. Est-ce que vous prenez ça comme un premier geste, quelque chose d'important ? Oui, c'est très important. Bien sûr, c'est insuffisant. Nous espérons qu'elle soit levée définitivement. Mais cette suspension pour 6 mois est déjà un signe de bonne volonté de la part des États-Unis et de prise en compte des souffrances du peuple syrien. Puisque, rassurez-vous, ces sanctions ne touchent pas les hiérarques de l'État syrien, du gouvernement, mais touchent bien la population, les gens d'en bas. Et elle dure depuis bien trop longtemps. Et ce séisme
a montré l'absurdité de ces sanctions, puisque on pouvait aider la Turquie et par contre les victimes du même séisme de l'autre côté de la frontière semblaient ne pas mériter d'aide. Donc les États-Unis ont fait preuve à mon avis, d'intelligence en suspendant ces sanctions pour 6 mois. Nous voyons également que dans l'Union européenne, certains pays ont pris l'initiative d'envoyer de l'aide vers la Syrie. Je pense à la Hongrie, je pense à la Grèce, je pense à l'Italie, je pense à la Croatie. Aujourd'hui encore, un autre pays, je crois que c'est la Bulgarie, a envoyé de l'aide. Je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à ce jour, la France n'envoie pas d'aide pour la Syrie. C'est injuste, en fait, et c'est tout à fait amoral. Le gouvernement a annoncé une aide de 12 millions pour la Turquie et la Syrie. Nous avons interrogé le centre de crise et de soutien pour savoir si cette aide, du moins la part qui reviendrait à la Syrie, serait pour tous les gouvernorats frappés par le séisme. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de réponse et je crains que cette absence de réponse ne signifie que ce ne soit que pour le gouvernorat d'Idlib. C'est bien d'aider les victimes du séisme qui vivent dans le gouvernorat d'Idlib. Ça serait encore mieux d'aider les victimes du séisme qui vivent dans tous les gouvernorats frappés par le séisme. Sans discrimination. On a reproché au gouvernement syrien quand même de ne pas permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones concernées qui échappent, vous l'avez dit, pour certaines, à l'autorité même du gouvernement de Bachar el-Assad. Est-ce que là aussi, il y a une évolution des autorités syriennes dans ce domaine ? Alors, je ne sais pas, ne travaillant pas à Idlib, j'ai entendu qu'il y aurait eu des changements de position. Je ne sais pas si c'est vrai. Après, par exemple, le gouvernement syrien dit qu'il y aurait eu une déclaration de groupes qui sont à Idlib. J'ai vu une déclaration de groupes qui sont à Idlib disant qu'ils ne veulent pas de l'aide venant du gouvernement syrien. N'oublions pas qu'on peut accéder aussi à Idlib via la Turquie. Donc, est-ce qu'il semblerait qu'il y ait une porte ouverte, un point de passage ouvert entre la Turquie et cette région d'Idlib, donc c'est possible. Après, moi, ce que je vois sur le terrain, c'est vraiment l'aide qui arrive à Alep, et pour l'instant, en tout cas nous qui travaillons là-bas depuis fort longtemps, je peux vous assurer que nous achetons nous-mêmes les produits que nous distribuons et nous les distribuons nous-mêmes. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas parce que j'entendais une émission hier, la division d'État française, comme quoi les 3/4 de l'aide versée seraient captés par le gouvernement syrien. Alors c'est peut-être le cas pour certains, j'en sais rien, mais en tout cas pour nous, à moins que quelqu'un passe derrière et vole les personnes qu'on a aidées, je ne vois pas comment ça serait possible, parce qu'en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous distribuons directement l'aide aux personnes et nous n'avons jamais été taxés comme ça. Notre aide n'a jamais été capturée devant nous par les autorités. On parle d'un pont aérien aujourd'hui à Alep directement, avec des aides qui viennent de pays, la Chine, on voit les Émirats arabes, le Liban, l'Algérie, bien d'autres. En fait, on parle de 16 pays, ce sont des pays bien évidemment qui ont toujours été comme l'Iran, qui ont continué à discuter avec la Syrie. Donc est-ce que ça ne vous surprend pas quand on voit arriver, par exemple, les Émirats arabes, etc. C'est une innovation, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui avait déjà commencé à apparaître il y a 1 ou 2 ans, puisque les Émirats arabes unis avaient réouvert leur ambassade, le Bahreïn aussi. Donc on voit qu'il y avait une évolution. Et là, oui, il faut noter une très grande solidarité des pays arabes envers la Syrie et de presque tous les pays arabes, je crois, à l'exception du Maroc, si ma mémoire est exacte. Mais sinon, vraiment, tous les pays arabes se sont mobilisés jusqu'à la Mauritanie. Et on ne peut que saluer cet effort des pays arabes envers le peuple syrien. Et je dois dire, tous les pays arabes, quelles que soient leurs opinions politiques, leur positionnement politique vis-à-vis de l'État syrien, puisqu'on a même vu de l'aide, comme vous le mentionnez, de pays qui sont quand même très hostiles à la Syrie politiquement. Donc ça, c'est tout à fait louable. On a vu également quelques pays occidentaux, donc j'ai cité tout à l'heure, je crois que c'était la Roumanie et non pas la Bulgarie, qui ont envoyé de l'aide aussi, mais je trouve que c'est encore bien insuffisant, puisque je pense que tous les pays
qui aide les victimes du séisme devrait aider les victimes de quelque côté de la frontière qu'elles soient. On voit ce tremblement de terre, pour l'instant, au moment où nous parlons, 35 000 victimes recensées, avec plusieurs milliers en Syrie. On voit qu'en Turquie, où on pense que l'État est fort et puissant, et bien qu'il fait défaut, est-ce que c'est un mensonge de dire qu'en Syrie, il n'y a plus d'État ? Alors déjà, il faut dire que l'épicentre du séisme était en Turquie, et donc les dégâts sont bien plus importants en Turquie qu'en Syrie, semble-t-il. Nous voyons comment ils sont énormes en Syrie, et notamment à Alep. Alors je n'ose imaginer, mais quand on voit les images d'Antioche notamment, et de toute la province autour, c'est absolument terrible. Alors donc je ne pense pas qu'on puisse dire que la Turquie n'ait plus d'État, mais effectivement, j'imagine que les institutions dans la province d'Antioche doivent être drôlement secoué par cette catastrophe énorme. Et évidemment, en Syrie, c'est le cas, mais quand même, les institutions continuent à fonctionner tant bien que mal, sachant que, bien évidemment, c'était déjà bien bancal depuis un bon nombre d'années, notamment en raison de la guerre qui secoue le pays depuis tant d'années. Je vais vous montrer la difficulté d'évoluer pour votre association humanitaire en Syrie. J'ai regardé France Culture qui a consacré une émission intitulée « L'urgence humanitaire pourrait-elle redonner de l'air et de l'entre-gens aux bouchers de Damas ?» pour bien évidemment évoquer Bachar el-Assad. Alors sans tomber dans ces propos qui sont outranciers, est-ce que l'aide humanitaire peut aboutir finalement à la fin de l'isolement de Bachar el-Assad? Est-ce que ça peut être finalement un acte politique? En fait, pardon, mais la question n'est pas là. Là, il y a des gens qui se retrouvent sans rien, qui sont à la rue. La nuit, il fait 0 degré, voire moins, parfois moins 2. Et des gens qui ont tout perdu. La question, elle n'est pas de savoir si demain ou après-demain, Bachar el-Assad va être réhabilité. En tout cas, pour l'instant, il est là. Et il n'a pas l'air d'être prêt de partir. Militairement, il n'a pas l'air d'être sur le point d'être défait. Et on ne peut pas se cacher derrière Bachar el-Assad pour laisser des gens mourir de faim ou de froid. À mon avis, c'est tout à fait inhumain pour le coup. Et les chrétiens dans tout ça. J'ai vu que les SOS chrétiens d'Orient étaient présents aux obsèques d'un prêtre qui est mort dans ce tremblement de terre, bien évidemment. Les chrétiens, est-ce que ce sont les derniers de cette chaîne, les plus pauvres des plus pauvres ? Ça dépend, il y a des pauvres parmi les chrétiens, il y a aussi des moins pauvres, mais vous savez, un séisme, ça frappe un peu tout le monde sans distinction. Alors, c'est vrai et faux, parce que évidemment les gens plus aisés souvent vivent dans des constructions qui sont mieux bâties et plus solides. Donc on a quand même vu que c'était des immeubles souvent moins bien bâtis qui s'étaient effondrés, donc souvent dans des quartiers plus pauvres, qui sont donc pas forcément peuplés de chrétiens. Mais il y a aussi eu beaucoup d'immeubles qui sont tombés dans les quartiers chrétiens, et vous évoquiez le père Emad, qui était qui travaillait avec l'archevêque émérite Monseigneur Jean Barthes. C'était un immeuble dans un quartier chrétien, un quartier plutôt classe moyenne, on va dire, et donc plutôt un bel immeuble, et qui s'est effondré comme un château de cartes entièrement, un immeuble de 7 étages de mémoire. Donc oui, le séisme a frappé tous les... Monseigneur Jean Barthes est sorti indemne. Oui, c'est miraculeusement. Il va bien, mais le pauvre père Emad, que je connaissais bien depuis 2014, depuis les premiers pas à Alep, et j'avais beaucoup d'affection pour lui, c'était vraiment un excellent prêtre, et j'étais personnellement très ému par sa mort lors de ce séisme. Entre nous, Benjamin Blanchard, quand vous regardez la situation de la Syrie, vous voyez ce nouveau drame qui s'ajoute à cette guerre, qui s'ajoute à ces sanctions internationales, vous dites ça finira jamais? Oui, et c'est exactement ce que je me suis dit, cela ne se finira-t-il donc jamais? Ça veut donc dire qu'il faudra être présent tout le temps, encore et encore? Non, mais ça ne veut pas dire que j'espère pas que la situation finisse pas par s'améliorer, mais c'est vrai que le peuple syrien n'avait vraiment pas besoin d'une telle catastrophe pour ajouter des malheurs aux malheurs déjà préexistants. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider SOS Chrétiens d'Orient en Syrie? On parlera aussi d'un autre lieu qui me tient à cœur, qui est aussi un autre lieu de guerre, dont on ne parle pas, mais qui est en Europe, c'est celui de l'Arménie, où vous êtes présent aussi. Donc en Syrie, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour vous aider? Est-ce que c'est le don? Est-ce que on vous appelle en disant « je veux me rendre en Syrie » Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oui, alors la première aide, c'est parce que nous avons déjà une équipe de volontaires sur place. Alors bien sûr, tout le monde est bienvenu pour être des renforts comme volontaires, mais ça prend quand même un petit peu de temps de faire les visas, de faire les formalités. Donc, si demain vous nous appelez pour partir comme volontaire, vous êtes le bienvenu, mais vous ne partirez pas après-demain. Ça, c'est certain, il faut du temps pour préparer et
donc, je ne peux pas vous dire que ça puisse être plus rapide que d'habitude. Nous ne le savons pas encore. Pardonnez-moi, ce sont SOS Chrétiens d'Orient, ce sont des cadres formés, bien évidemment, et des volontaires bénévoles qui viennent en appoint, c'est ça. En appui de cette action-là, et qui sont protégés, bien évidemment, plus que de raison. Bien évidemment, exactement. Et donc, c'est déjà plus de 3000 volontaires qui sont déjà partis dans l'ensemble des pays dans lesquels nous travaillons depuis 2013, et dont environ 600 en Syrie. Et puis, bien sûr, nous avons besoin de soutien financier pour continuer à mener toutes ces actions auprès des sinistrés et puis pour élargir notre action qui est actuellement concentrée sur Alep, mais également à d'autres zones comme à Hama et Latakia. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, notamment pour faire un don. Il y a un onglet spécifique pour la Syrie. Et une guerre chasse l'autre, un drame chasse l'autre. Je revenais sur l'Arménie, où vous êtes présent aussi, et c'est un drame absolu, dans le silence complet. Mais voilà, 120 000 Arméniens sont coupés du monde depuis plus de 2 mois en Artsakh, c'est-à-dire le Haut-Karabakh, cette république séparatiste de l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplée d'Arméniens et qui a toujours été arménienne, n'en déplaise à l'Azerbaïdjan. Elle n'est formellement indépendante de l'Azerbaïdjan que parce que Staline l'Union soviétique en avait décidé ainsi, mais l'Azerbaïdjan indépendante n'avait jamais eu le Haut-Karabakh, et en fait l'Azerbaïdjan n'avait jamais existé en dehors de l'Union soviétique, donc c'est faux de dire que c'est une frontière internationalement reconnue, puisqu'en fait c'était à l'intérieur, tout ça on ne parlait que de frontières internes à l'Union soviétique. Et donc, début décembre, l'Azerbaïdjan a coupé la route qui relie cette espèce de cordon ombilical qui relie l'Artsakh à l'Arménie et à la République d'Arménie. Et donc, il y a 120 000 habitants en Artsakh, 120 000 Arméniens, et ils sont complètement coupés du monde. C'est très, très difficile de leur apporter de l'aide. On essaye quand même, mais c'est compliqué et ils sont bien isolés parce que très peu de monde en parle, ou alors on en parle mais on ne fait pas grand-chose. Et moi je suis quand même très surpris puisque tout le monde se paye de mots pour être les grands amis de l'Arménie. Nous tenons aux côtés de l'Arménie, mais combien de fois n'avons-nous pas entendu cela, notamment de la part de nos dirigeants. Nous tenons aux côtés de l'Arménie, nous sommes les amis de l'Arménie, mais qu'avons-nous fait pour ces 120 000 personnes ? Il y a un aéroport en Artsakh. Il y a un aéroport, mais qui n'est pas utilisé parce que l'Azerbaïdjan interdit qu'il soit utilisé et menace d'abattre tout appareil qui atterrirait. Mais je ne sais pas, si un avion des Nations Unies atterrissait, pensons-nous sérieusement que l'Azerbaïdjan l'abattrait ? Si un avion d'une grande puissance, la France au hasard par exemple, atterrissait là, pourrons-nous penser sérieusement que l'Azerbaïdjan abattrait cet avion ? Je ne le crois pas. Donc je pense qu'il est possible de faire quelque chose, mais que pour l'instant, personne n'a le courage ou la volonté de le faire, parce que finalement, tout le monde a intérêt à avoir de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan, que ce soit la Russie ou les puissances occidentales. Voilà. Tout cela se déroule, on le rappelle, en Europe, à nos portes. Ça dépend comment vous décidez l'Europe, parce que pour moi, l'Europe s'arrête au Caucase. Donc l'Arménie est au sud du Caucase, donc géographiquement c'est l'Asie, mais c'est vrai que c'est la civilisation européenne. C'est la civilisation européenne, on ne va pas faire ce débat-là, parce qu'on sera d'accord l'un comme l'autre sur le fait que c'est une civilisation européenne. En tout cas, il y a d'autres terrains d'action pour vous. L'Arménie, j'ai dit la Syrie, il y a encore d'autres pays. Bien sûr, le Liban, le cher Liban, qui souffre tant, qui est dans une grande crise économique, financière et politique qui n'en finit plus, qui n'a plus de président et plus de gouvernement depuis des mois. Il y a l'Irak qui est toujours dans la stabilité chronique depuis des années. Et puis bien sûr, l'Égypte, où nous travaillons énormément auprès des Coptes et notamment des chiffonniers les plus pauvres. L'Égypte qui connaît quand même une grande pauvreté dans les couches inférieures de la société, qui a beaucoup besoin d'aide. Et puis plus récemment, le dernier pays dans lequel nous avons monté une équipe permanente, c'est l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie qui a beaucoup souffert après 2 ans de guerre civile et qui ne s'est toujours pas vraiment remise. Là maintenant il y a de l'inflation, il y a encore beaucoup de tensions, notamment à l'intérieur de l'église éthiopienne, etc. Et ça peut être parfois assez violent, donc nous essayons de venir en aide à ces pauvres gens. Voilà, vaste projet tout cela. Merci beaucoup Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Merci à vous.